On s'est rencontrés tout de suite, j'ai lu le sujet et il m'a dit on commence. Donc nous avons commencé le film, il n'y avait personne, il y avait Robert Dorfman, le producteur, Melville, et moi j'étais le premier arrivé. Et nous avons monté l'équipe. Tout d'abord, c'était mon premier film en tant que script. Donc pour moi, j'étais quand même assez impressionnée quand il m'a fait venir dans son bureau quand il a sélectionné les scripts, parce qu'il en avait plusieurs quand même à voir. Et effectivement, moi à l'époque, j'avais fait que des stages, donc pour moi, il était pratiquement pas possible d'être choisi par Melville. Je me suis dit, il va prendre des techniciens chevronnés, des gens qui ont déjà du métier. Moi, je débutais. Donc effectivement, quand il m'a fait rentrer dans son bureau, j'étais assez paniquée quand même. Il était au fond de la salle, derrière son bureau, comme derrière un bureau de police, avec juste un spot qui donnait sur le bureau, donc c'était très très impressionnant. Il avait son chapeau sur la tête, son fameux Stetson, ses lunettes, on ne le voyait pas lui, donc il y avait juste un halo de lumière. Il m'a fait asseoir, il m'a questionné, voilà. Je pense qu'il m'a choisi parce qu'il avait eu quelque part envie de travailler avec Gabin, et que ça s'était jamais fait. Enfin, moi, il m'a dit dans le bureau, quand il m'a fait rentrer, il m'a dit, vous savez, le cinéma français n'a que très peu de très bons comédiens. Alors, il m'en a cité quelques-uns. Il m'a cité Montand, il m'a cité Delon, il m'a cité Gabin. Il m'a dit, bon, j'ai jamais travaillé avec lui, mais bon, Gabin est quand même quelqu'un d'important. Il ne m'avait pas cité Ventura, avec qui il venait de tourner, parce qu'il venait de se fâcher avec lui. Mais bon, Ventura était quand même, je pense, dans sa liste. Et il avait un regret de ne pas avoir tourné avec Gabin. Et ce qui l'amusait en plus, c'est que sur le plateau, il avait 3 techniciens qui avaient des noms. Il aimait bien ça. Donc moi, j'étais la fille de Gabin. Il y avait Jean-François Delon, qui était le frère d'Alain. Et il y avait Pierre Tatichev, qui était le fils de Tati. Il aimait bien s'entourer, puis il aimait bien s'entourer de jeunes en plus. Moteur demandé, s'il vous plaît. 562, c'est 3e. Donc on a commencé à préparer, mais au début on n'a pas préparé. On s'est visionné des films dans sa salle de projection. On projetait Le coup de l'escalier de Robert Wise, on projetait Assassin's Jungle de John Huston, on projetait Seul dans la nuit de Terence Young. Et moi je lui disais, au bout d'une semaine, il faudra peut-être commencer à préparer le film. Ne vous inquiétez pas, on a le temps. Oui, mais on commence le 13 novembre. Parce qu'il voulait toujours commencer un 13. Et on était le 13 octobre. Donc on avait un mois. Il y avait quand même des choses difficiles à préparer, à monter, à faire un plan de travail, un dépouillement. Et au début, on n'a fait que de parler de cinéma américain, que de visionner des films, et on ne préparait pas du tout le film lui-même. Il ne regardait que des films américains pratiquement. Il n'aimait que le cinéma américain. Puisque moi, il m'avait dit, quand il m'avait fait rentrer dans son bureau, il dit le cinéma français est en perte de vitesse. C'est tout juste, il ne m'a pas dit c'est de la merde. Il m'a dit nous sommes 3 metteurs en scène à faire du bon cinéma, Gérard Houry, Henri Verneuil et moi. Ça voulait dire à l'époque les gros mastodontes, les productions mammouths, donc des productions qui avaient des budgets colossaux, sont habillées pratiquement avec des trenchs, avec des chapeaux. Ce sont des personnages à l'américaine. Vous avez l'impression de voir les films des années 40 avec Bogart, avec Fonda, avec tous ces... on est dans un monde totalement à part. Les voitures sont américaines. Ces films sont bourrés d'invraisemblance. C'est bourré de symboles en plus, parce qu'il adorait le cinéma américain. Donc si Melville devait tourner à notre époque, je pense que ces films ne seraient pas aussi crédibles qu'à l'époque. Son univers était tout à fait spécial. En plus, c'était un univers d'hommes où il n'y avait pas de femmes. Toute l'ambiance de Melville est toujours pareille. Mais par contre, c'est une ambiance qu'aucun metteur en scène n'aura jamais donnée à ses films. Chaque metteur en scène a son ambiance propre. Et Melville avait une ambiance très très lourde. Et ça, c'était donné par les plans séquences. Il faisait tout en plan séquence. Donc effectivement, avec une caméra qui était très très lente, effectivement, je me demande si à l'heure actuelle, les producteurs seraient d'accord pour faire des plans aussi longs avec je veux dire, très peu de gens dans le champ. Premier geste essentiel, le chasser de la veste. Il y a aussi une marque dans les films de Melville, c'est ses silences.
Il y a très très peu de dialogue. Le samouraï en est quand même un exemple, hein. C'est assez extraordinaire. Il y a très poser des questions aux gens qui avaient travaillé avec lui, savoir comment le personnage était et tout. Et effectivement, c'était un personnage qui était très 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 spécial, très ambigu, très trouble. On m'avait dit, tu vas voir, peut-être tu vas pas t'entendre avec lui ou il va pas t'accepter, donc tu vas virer, éjecter du plateau. C'est déjà arrivé et il a déjà éjecté des techniciens. Donc j'avais quand même assez peur. Et puis finalement, on a eu une collaboration très très agréable. Les 8 premiers jours de tournage, j'ai gardé ma casquette parce qu'il ne voulait pas avoir de cheveux blonds. Comme j'ai une masse de cheveux assez importante, comme il était très misogyne, donc il fallait absolument pas qu'on voit les cheveux. Et puis au bout de 8 jours, je dis allez hop, je vire la casquette quand même. Et puis bon, après ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu. Mais c'était un personnage très très spécial quand même, hein. Pour porter ses lunettes noires, il fallait cacher quelque chose. C'était quelqu'un qui n'était effectivement pas beau, qui avait un visage très ingrat, et sa misogynie devait venir de là, je pense, parce que c'est quelqu'un qui aurait voulu pouvoir séduire les femmes, mais qui ne le pouvait pas. Donc à partir de là, je pense que cette façon d'agir dans la vie et de se cacher physiquement avec des lunettes, c'était pour échapper au regard des femmes, je pense, hein. Pas spécialement des hommes, mais des femmes. Et effectivement, moi je dis toujours qu'il a pris Delon comme comédien numéro 1, parce que Delon représentait certainement ce que lui aurait voulu être. Il s'est projeté au travers de Delon, je pense, quand même. Donc il était en admiration quand même devant Delon, qui était à l'époque d'une beauté et puis d'un charisme extraordinaire, qui était quelqu'un de félin, enfin quelqu'un qui avait... parce qu'on n'a jamais retrouvé sur un comédien depuis quand même. Parce que Delon, c'est Delon, il n'y en aura qu'un... il n'y en aura pas d'autres, hein. Donc effectivement, Melville devait être amoureux, entre guillemets, de Delon. Jean-Pierre a écrit une histoire d'homme, une histoire d'amitié entre deux hommes, et dont l'un des protagonistes est du côté de la loi. À la vérité, j'avais l'intention déjà depuis longtemps, de le voir jouer un policier, mais je lui ai donné à choisir. C'est-à-dire, j'ai écrit un scénario où il y avait, disons, 2 rôles principaux, qui étaient celui du policier et celui du hors-la-loi. Et pendant que je lui lisais le scénario, j'avais le secret espoir qu'il me dirait « je veux jouer le policier ». Et j'ai choisi le rôle du commissaire de police, Ed Coleman. Donc il y avait dans le personnage du commissaire, évidemment, quelque chose une sorte d'exclusivité en ce qui me concerne, et qui me passionnait, qui m'attirait, qui m'intéressait davantage que le rôle encore du mauvais garçon. Je dis pas encore comme un reproche, c'est un reproche que je reçois assez souvent. Je dois dire, dans le public, les gens me disent toujours « mais pourquoi vous jouez toujours les mauvais garçons, vous n'en avez pas assez ?» Bon, finalement, je crois que l'un et l'autre s'identifient assez facilement et se rapprochent même, mais ce n'est pas pour ça que j'ai décidé de jouer le rôle du commissaire. Sur le film, on avait un coach parce qu'on avait des comédiens américains. Donc chacun devait dire, les comédiens américains devaient dire leur texte en français et en américain, et Delon pareil. Delon avait son texte en français et son texte en américain. Ça s'est d'ailleurs moyennement passé, parce que Delon n'avait pas du tout envie d'apprendre son texte en anglais, et qu'il trouvait ridicule de tourner une double version pour un film qui peut-être ne dépasserait pas l'Hexagone. Enfin bon, ça c'était leur problème à eux, hein. Ils étaient sans arrêt en bisbis sur le tournage. C'est-à-dire qu'Alain, oui, tout de suite après, il a tourné Le Professeur de Giorlini, et c'est vrai qu'il était déjà dans le film, dans le prochain film. Et c'est vrai que ça ennuyait Melville, il le sentait, Melville. Il me disait, vous voyez, il n'est plus avec moi, il est sur l'autre film. Et ça, il le sentait, et c'était comme ça, il ne pouvait plus rien faire. C'est un peu comme l'homme qui devient amoureux de quelqu'un d'autre, la femme, il n'est plus avec moi, il était avec l'autre. Elle le sent, ou vice-versa. Et Alain et Melville, il y avait un rapport amoureux quelque part. Pour un rien, le ton montait, il n'y en avait aucun qui cédait, c'est-à-dire que bon, Delon était dans sa loge, il disait moi je viendrai sur le plateau quand M. Melville sortira de sa petite cahute, il avait une cahute sur le plateau, Melville, où il préparait tous ses plans, mais lui disait moi je ne sortirai de la cahute que quand M. Delon sera sur le plateau, enfin bon, c'était très, très à coup de... C'est un seul tigre,
Et puis Melville, c'est le dresseur. C'est le dresseur avec son fouet. Et Delon a besoin d'une force nécessaire pour lui d'avoir, comme avec Lauzet, comme avec Visconti, Clément, il a besoin d'une force. S'il sent pas cette force, c'est Delon qui aura la supériorité. Il aura raison. Jean-François était beaucoup plus du côté de Melville que du côté de Delon. D'abord parce qu'il trouvait qu'il faisait beaucoup de caprices. Alors ça, il était pas content du tout contre son frère. Donc on en parlait ensemble, puis il connaissait très bien le caractère de son frère. On connaît tous le caractère d'Alain par cœur. Moi, c'est vrai qu'au début, je ne le connaissais pas sur un plateau et j'ai appris à le connaître. Bon, après, on fait avec, après, on sait comment le prendre. Hein. Donc, voilà. Mais Jean-François, lui, était au service de Jean-Pierre Melville quand même. C'était son assistant. Donc, en fait, il travaillait pour Melville. Melville, il fallait l'aimer. Il fallait être inconditionnel. S'il sentait qu'on ne l'aimait pas, ou qu'on était un peu en réserve, il pouvait être terrible. Et Melville, ça, c'est sa grande qualité, c'est qu'il fallait être avec lui. Moi, j'avais un petit truc à moi pour le calmer. J'avais dans ma poche un nuts. Donc, à chaque fois, quand je le voyais un petit peu bouillonnant, je sortais des nuts. Il voyait le nuts, parce qu'il adorait les nuts. Et il me disait, vous m'achetez? Je lui dis, ben non, je veux vous calmer. Alors, il prenait le nuts, et puis ça allait mieux après. C'était mon truc. J'avais toujours du nuts sur moi, donc ça le calmait. Malgré, avec tout ce côté impressionnant qu'il avait, son chapeau, ses lunettes, tout ça impressionnant, c'est vrai qu'il y avait un côté enfant. Non, je dirais pas enfant, c'est pas enfant, c'est un côté déjanté. Voilà. Les metteurs en scène ont souvent des côtés déjantés. Voilà. Alors ça se traduit par différentes choses, mais ils ont tous un côté déjanté. Et j'en ai fréquenté quand même pas mal pour le dire. Il y en a très très peu qui sont normaux. De sa personnalité, je pense que c'était quelqu'un qui était quand même à la limite de la schizophrénie, qui était un peu, pas mythomane, mais enfin bon, tout était mélangé, c'était très curieux. Très très curieux, c'était un monde complètement à part. Il aimait bien qu'on change. Moi, il m'a fait changer de tête, il m'a fait porter une perruque pour que je change de tête. Enfin, je crois que c'est le personnage le plus curieux que j'ai rencontré dans le cinéma. Il avait des chats, il aimait beaucoup les chats. Donc, il les avait fait tourner d'ailleurs dans le Cercle Rouge. Et il avait ces deux chattes. Il y en avait une qui s'appelait Exquise et l'autre qui s'appelait Offrène. Donc vous voyez, ça veut tout dire. On met le rouge. C'est vrai que sur le plateau, il nous donnait des bons points et des mauvais points, aussi bien aux comédiens qu'aux techniciens, et que quand on en avait un nombre suffisant, on avait droit à une projection, mais une projection de films américains. Moi, j'ai eu une fois 2 bons points de suite parce que j'avais fait un bon raccord. Bon, j'étais contente, hein. C'était mon boulot, mais enfin bon. Et puis, alors, le mieux, c'était les comédiens qui se retrouvaient avec des bons ou des mauvais points. Et bon, Pousse, il avait compris le système, lui, puisqu'il était français. Mais les Américains qui parlaient à peine français, ils ne comprenaient pas ce que c'était que ces petits tickets verts ou roses ou bleus qu'on leur donnait. Donc, on leur disait, voilà. Alors, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on gagne? Alors, on disait, une projection d'un film américain. Non, mais c'était un truc de folie. Le soir, à Audiard, ce qui se passait. Donc, Audiard téléphonait à mon père et mon père avait automatiquement les échos par Audiard, s'il ne les avait pas par moi. Et il prenait Melville pour un fou. Parce qu'effectivement, il disait, mais attends, ce mec-là, il est complètement taré. Il donne des bons points sur le tournage, des mauvais points aussi à ceux qui jouent mal. Enfin bon, ça avait fait le tour. D'ailleurs, après, Audiard l'a mis dans un de ses films, je crois. Il avait mis Meurice avec un Stetson et des Ray-Ban, je crois, dans un des films. Enfin bon, l'autre l'avait pris à l'humour quand même. Mais tout le monde rigolait bien. Delon ne rigolait pas du tout, lui. Delon, il rigolait pas. Il en a eu, je crois. Il a eu des mauvais points, lui. Il n'a pas eu de bons points, il a eu des mauvais points. Et il trouvait ça complètement ridicule. Il les prenait, puis il devait les jeter après. Comme l'histoire de la perruque qu'on m'avait fait mettre, il avait trouvé ça complètement ridicule. Il a dit, mais quand est-ce que ces conneries vont s'arrêter? J'ai dit, écoute, moi je rentre dans ces conneries-là. Il veut que je mette une perruque rousse, je vais mettre une perruque rousse. Bon, moi, ça ne me gêne pas pour mon surlendemain. Donc c'était une entreprise absolument énorme, c'était des décors qu'on ne voit plus. Je ne pense pas qu'à part dans les films américains, maintenant, on puisse reconstituer ces choses-là en studio. Ah, vous savez, quand on suit le train en maquette, comment c'est fait d'après vous?
parce qu'on le suit, il y a un travelling latéral du train constamment. Alors, la maquette était en cercle, le train était en cercle, et puis on était au centre, et puis on suivait le train comme ça, et on tournait, et on ne sentait pas que ça tournait. On tournait, on faisait 360 degrés, comme ça, continuellement, on tournait autour du train. Et on pensait donc, quand on voyait les roches, que c'était un travelling latéral constamment. Je me disais, si Melville fait ça, c'est que ça va rendre quelque chose sur l'écran. Il était persuadé qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire. Le problème, c'est qu'il a monté un petit peu long. Et il aurait dû raccourcir un peu dans son montage, parce que c'est vrai qu'on voit un peu les maquettes, on voit un petit peu l'hélicoptère en tout petit, on voit un petit peu le train en petit. Il se référait un peu à Hitchcock, dans Une femme disparaît. Il y a la même chose, il y a la maquette du train, hein, et puis on voit le petit village, mais c'est monté un peu plus court. Je lui avais suggéré, attention, je trouve que c'est un petit peu long. Mais non, ça ira très bien. Aller enlever à un metteur en scène son idée fixe. Vous savez, c'est pas possible. Metteur en scène, quand il a quelque chose dans la tête, il va jusqu'au bout. Ce film, à sa sortie, on a fait un peu la fine bouche. C'est vrai qu'après Le Cercle Rouge, on a moins percuté sur le flic, mais au fur et à mesure des années, ce film se bonifie. Il y avait une sorte de visionnaire que Melville avait, et c'est vrai quand on le revoit, on le voit maintenant, on le trouve assez bien, ce film. C'était son dernier film. Et on devait tourner après Contre-enquête, et Melville est mort. Il venait juste de terminer le scénario, Contre-enquête, qui devait faire avec mon temps, que après, je pense Philippe Labro voulait le reprendre, et puis il l'a pas repris. C'est là, Hop, ouais. oui, il est là, il sera là. Oui, ce serait quand même mieux de faire une répétition avec parce que je suis pas très... On peut le mettre? C'était mon meilleur metteur en scène, et je pense que c'était mon meilleur tournage. Oui, d'une façon, j'ai travaillé donc 5 mois avec lui, et pour moi c'est un seigneur, ça a été un seigneur. Et quelqu'un en même temps de très simple, il se la jouait un peu avec son Stenson, cette chose, bien sûr, mais quand on le connaissait un peu mieux, c'était quelqu'un de simple et de très humain, je veux dire, très humain.